Mesdames, Messieurs, chers diplômés, chers alumni, chers invités, je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie 2025 de remise des diplômes et rencontre alumni de la formation continue de l'Institut des sciences de l'environnement. J'invite le professeur Jérôme Kasparian, professeur en faculté des sciences à l'Institut des sciences de l'environnement et directeur de notre institut, à vous dire le mot de bienvenue. Bienvenue. C'était bien ça la commande? Okay. Alors, en tout cas, bienvenue, merci de votre présence, nombreuses et nombreux, ce soir pour cette remise de diplôme de la formation continue de l'ISEE et donc des formations portées par l'ISEE en lien avec nos partenaires, la Faculté des sciences, les sciences de la société et puis le PFL, suivant les diplômes. Alors, la formation continue, c'est une partie qui est importante pour nous à l'ISEE, aux côtés de la formation de base, notamment les masters, et puis évidemment de l'activité de recherche. Donc, je voulais vous souhaiter la bienvenue aux diplômés et diplômées. Alors, à vos familles et invités, et puis remercier de leur présence Monsieur Guillaume Pierre-Imbert, le directeur de l'Office cantonal de l'eau, qui va nous faire l'amitié de nous donner la conférence de tout à l'heure, Monsieur David Loquercio de la Fédération des entreprises romandes pour la remise du prix, et puis Madame Sophie Hubert-Codbaille, la directrice du centre de formation continue et à distance. J'en profite pour saluer et remercier très chaleureusement tous ceux et toutes celles qui sont derrière ces formations, les directions des programmes, la coordination, les représentantes et représentants des équipes enseignantes qui sont là, et aussi ceux qui ne sont pas là. Voilà, merci. Et bonne soirée. Bonsoir, je vois que je dois dire un mot diplômé, mais ce seront des mots, je le mets donc au pluriel. C'est un vrai plaisir que de vous voir, c'est un vrai plaisir que de vous saluer et c'est un réel plaisir que de vous féliciter à l'occasion de l'obtention de vos diplômes. Ce sont des moments souvent un peu particuliers, partagés entre la joie de terminer, de l'avoir enfin, ce papier, et puis le sentiment parfois un peu doux amer de laisser derrière soi une période parfois de grande liberté intellectuelle, de curiosité, d'exploration, de redécouverte, qu'a été la période en fait d'une formation. Donc je ne sais pas où vous en êtes dans ce moment. Est-ce que vous en êtes encore dans un moment de grande joie d'avoir obtenu le papier ou déjà dans ce moment un peu doux amer que cette période de formation soit terminée? Quoi qu'il en soit, félicitations pour ce parcours, pour avoir moi-même suivi à nouveau une formation continue au mois de mai dernier, pendant 6 semaines de manière assez intensive. J'imagine quel a été votre parcours pendant souvent des mois. Le parcours aussi de vos familles, de vos proches, les investissements majeurs en temps, parfois financiers également, que vous avez consentis pour vos formations. Donc félicitations pour ce parcours. Et un dernier point, un dernier mot, ce parcours ne s'arrête pas là. Et je pense que ça, c'est impératif de le souligner. Une formation ne s'arrête en aucun cas au moment où on vous délivre le diplôme, au moment où vous recevez ce papier. Elle se poursuit finalement. Elle se poursuit à différents endroits et à différents moments. À différents endroits parce que finalement, à titre très personnel, vous pouvez vous poursuivre des lectures, poursuivre la découverte de références, continuer à suivre des MOOC ou autres, j'allais dire, conférences en ligne. Donc, à tout moment, vous pouvez poursuivre cette exploration. Mais il y a un moment clé pendant auquel il faut penser à la formation, c'est le moment du travail. C'est le retour en fait dans la pratique professionnelle. Dans ce moment-là, particulièrement presque au quotidien, au travail, il faut repenser à la formation
afin de transférer en fait les connaissances et les compétences acquises dans un contexte qui parfois est éloigné de celui qui a été le contexte de votre formation, mais qu'il est absolument nécessaire d'investir et de vous approprier. La formation finalement prend tout son sens à ce moment-là, au moment du transfert dans ce contexte particulier, parce que c'est à ce moment-là que vous pouvez potentiellement en retirer les bénéfices, tous les fruits, pour vous-même, mais aussi pour vos équipes autour de vous. Et la formation peut à ce moment-là aussi se transformer en moment d'entrepreneuriat ou d'intrapreneuriat. Au sein même de vos équipes, au sein de vos institutions, la formation se poursuit à ce moment-là. Donc quand on parle de formation tout au long de la vie, on en parle certes parce qu'il faut s'astreindre parfois ou se faire plaisir en retournant sur les bancs de l'université ou en s'en remettant derrière un écran. Mais c'est une formation tout au long de la vie parce qu'en fait, une fois reçu le papier, la formation ne s'arrête pas, il faut transférer. Comme dit, transférer à titre personnel ou dans le milieu professionnel. Je vous invite donc à poursuivre votre formation finalement. Vous n'êtes pas seul pour cela et c'est la raison pour laquelle il est toujours intéressant lors de remise de diplôme d'avoir des soirées alumni. On se rend compte qu'on n'est pas seul dans ce cas et que finalement pour poursuivre la formation et l'exploration, les alumni sont là. Les relations interpersonnelles étant souvent un moteur très puissant pour continuer à explorer. Et si vous souhaitez revenir pour une formation ultérieurement, sachez que nous avons quand même un catalogue de quelques 350 programmes. Donc n'hésitez pas. Ça, c'était la petite touche de promotion pour la fin. Félicitations encore et très très belle soirée à vous. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers étudiants, chères étudiantes, chers diplômés EES. Et bien voilà, vous avez choisi de vous engager dans une formation continue sur la stratégie et le management des énergies. J'ai eu la chance de partager votre parcours pendant les 6 mois d'enseignement et aussi pour vous accompagner dans l'élaboration de votre travail de fin d'études. Ça m'a permis de mieux vous connaître chacun. Et je veux dire que, comme à chaque fois, ça a été très enrichissant. Et pour vous, et pour moi. Et c'était un partage sur cette problématique de société importante, la problématique du changement climatique, la problématique de la gestion de nos ressources et notre rapport à l'énergie. Pour ceux qui ne connaissent pas ce programme, cette formation a la particularité de ne pas être une formation de spécialisation dans une technique de l'énergie, que ce soit le photovoltaïque, la cogénération, les pompes à chaleur. C'est une formation destinée à doter des entreprises, des collectivités publiques, des moyens de mettre en place des actions de long terme sur la question de l'énergie, sur la question du CO2. Et on a besoin aujourd'hui de nouveaux acteurs qui prennent ces responsabilités-là et qui ont la capacité d'agréger l'ensemble des compétences, pas en les maîtrisant eux-mêmes, mais en coordonnant toutes les compétences nécessaires et surtout de porter un message absolument professionnel, qualifié aux directions générales, que ce soit des collectivités publiques ou des entreprises, pour les convaincre d'agir dans le sens d'une transition énergétique, d'une gestion raisonnable de nos ressources. Donc cette formation, finalement, elle a le mérite de mettre sur le marché des nouveaux acteurs qui vont contribuer à transformer la société et je vous remercie d'avoir fait ce choix. J'en viens à l'énoncé des diplômés, donc j'énonce aussi ceux qui ne sont pas là ce soir, naturellement. Je vais d'ailleurs commencer par les absents et comme ça on fera un tir groupé pour les présents, que je remercie d'être là. Alors, sont diplômés, il y a un affiché, donc c'est parfait. Luigi Carulo, Natasha da Silva Montenegro, Cataline Gragieru, Florian de Jaos, Léarco Rossi et Damien Roth. Ça n'est donc pas fini, maintenant je poursuis avec ceux qui nous font l'honneur de leur présence. Volcian Casanovas, je crois que vous devez descendre. Yanis Hagelberg. Je ne le vois pas se lever, donc il n'est peut-être pas là.
Il arrive plus tard. Sofiane II, qui est là. Aloïs Levrier-Ferrouillet. Baptiste Narbon, que voilà. Et Stéphanie Perron. Voilà, j'invite maintenant le professeur Christian Breteau, qui est directeur du CAS en gouvernance de l'eau, pour parler français. Merci Sylvain. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver ici pour cette remise des diplômes. En guise de très brève introduction, je voudrais juste rappeler 4 chiffres qui nous tiennent à cœur dans notre formation. D'une part, le fait que malgré cette idée d'abondance que l'on a sur cette planète bleue, il y a uniquement 1% de la totalité de l'eau sur Terre qui est facilement appropriable pour l'humanité. Donc ça met les enjeux de ressources en eau un peu en perspective. Et ensuite, le fait qu'on a une crise globale de l'eau qui est encore très présente sur Terre aujourd'hui et qui est malheureusement présente depuis maintenant quelques années déjà, avec environ 3 milliards de personnes qui n'ont pas accès à de l'eau potable de qualité sur cette planète, 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à un système d'assainissement de qualité, et plus d'1 million de personnes qui meurent chaque année de maladies qui sont directement liées à la qualité de la ressource en eau. Donc dans ce contexte, je crois qu'on a plus que jamais besoin de professionnels qui sont en capacité de se saisir de ces enjeux-là, de ces défis, non seulement du point de vue physique et infrastructurel, mais aussi du point de vue des enjeux plutôt sociopolitiques. Et c'est avec cette idée que nous avons monté cette formation, avec l'idée de dire que lorsque l'on parle de crise de l'eau, on parle également de crise de gouvernance et que l'on a besoin de praticiens qui soient capables de saisir des enjeux politiques, juridiques, mais sociologiques en lien avec la gestion de la ressource en eau. Et donc on a chaque année nos étudiants qui nous rejoignent à Genève pour ce que l'on appelle nous une Summer School certifiante. Donc ils viennent en début d'été pendant 2 semaines bloc pour suivre ce programme qui est constitué de 4 modules principaux. Un module sur l'hydropolitique, donc vraiment les tensions liées à la gestion de l'eau. Un module sur le droit international de l'eau pour comprendre les cadres qui sont déterminants. Un module sur la médiation des conflits, comment intervenir lorsque ça se passe mal, malheureusement. Et enfin, un module sur l'analyse des données hydrologiques, mais aussi sociopolitiques. Donc c'est toujours un plaisir, évidemment, pour une direction de programme de voir les étudiants aboutir. Et donc c'est avec un grand plaisir que j'accueille les étudiants de cette volée 2024 pour la remise des diplômes, que je vais donc citer. Donc tout d'abord, les absents, je vais faire la même chose que mon collègue, Thiago da Cruz Bartolo, Solène Le Goff et Guillaume Feugeli. Et ensuite, j'appelle les présents, Lucie Gerber, Basilio Ghisletta, Noémie Guig, et Marty Ebanman. Et voilà le plus gros des programmes, un master composé de plusieurs CAS. Alors, il y a, je ne vais pas faire le discours à la place de Marlène, mais il y a 4 CAS et du coup, 2 une année et 2 l'année d'après. Donc, ce sera l'occasion de remettre les diplômes pour 2 CAS de ce master. Marlène Leroux, la coordinatrice scientifique du MAS et désormais co-directrice d'un des CAS. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Je me suis rajoutée scientifique, je trouvais ça chic. Je me suis autoproclamée coordinatrice scientifique. Alors, donc, chers tous, chers familles, accompagnants, mais surtout chers diplômés du MAS et des CAS en urbanisme EPFL Université de Genève, chers architectes, chers urbanistes, chers économistes, chers politologues, chers historiens, chers juristes, chers techniciens, je vous dis merci de tout le temps, je les cherche, tous mes petits... merci de tout le temps que vous nous avez consacré.
Merci du temps que vous avez pris sur vos métiers, sur vos familles, sur vos temps libres, sur vos vacances. Et durant tout ce temps qu'on a passé ensemble, j'espère que nous avons été utiles. J'espère que désormais, tout ce qui vous paraissait simple, évident et trivial vous paraissent maintenant complexe, multifactoriel et nuancé. Parce qu'en fait, pour nous, ce qui est le plus important, c'est qu'on est très attaché à cette espèce de courage de la nuance. Et même si cette forme de rapport à la réalité n'est pas très à la mode, et comme le disait un certain Roland Barthes, soudain, il m'a été indifférent d'être à la mode. Donc merci à vous. Alors, j'appelle donc Sandrine Damour, Dominique Schmout, j'aurais pas dû, mais c'est pas, Stéphane Jobin, Emmanuel Vullier, Anne-Catherine Franzetti et Eliane Travelletti. Est-ce que j'en ai oublié ? Pour qu'il y ait un peu de monde, on va inviter le directeur du master, Laurent Matet, professeur Laurent Matet, et puis le professeur Idao, qui est directeur du CAS numéro 3 ou 2 3, dans l'information géographique. Voilà, nous allons passer aux remises des diplômes pour le CAS en développement durable. Le professeur Jörg Balziger va venir nous dire 2 mots et délivrer les diplômes. Bonsoir à toutes et à tous, chers et chers diplômés, chers et chers alumni, parce que je sais qu'il y en a qui sont ici. Chers et chers participantes et participants actuels du CAS, parce que je sais qu'il y en a ici aussi. Cher monde de famille, accompagnants, chers et chers collègues. J'ai 4 messages pour vous en 3 minutes. Impossible, vous allez dire. Effectivement, mais qui s'en fout. On essaye quand même, et c'est ça qui compte. Tout d'abord, bien sûr, le premier message, c'est un message de félicitations. Vous l'avez compris, vous les diplômés et les diplômés, vous avez fait comprendre les personnes autour de vous, c'est un investissement important, ce CAS, et vous l'avez assumé, et vous êtes là ce soir, et c'est super. Le développement durable, vous avez compris, c'est une notion, c'est dans les mots d'un de mes chers collègues, là, René Langer, c'est un combat de rue, et se l'est de plus en plus. On espère que ça va changer, mais pour le moment, c'est le cas. Donc, félicitations. C'est un travail d'équilibriste. Sophie a déjà fait allusion au côté amer, mais aussi côté de joie. Je vois ça comme une navigation entre zones de confort où on se voit pendant les modules, tout va bien, il y a des apéros. Et puis tout d'un coup, et les participantes et les participants actuels le savent parce qu'ils ont reçu un mail avant le dernier module. Il y a une présentation de l'état de progrès et c'est le choc qui arrive. Donc, ce travail d'équilibriste, ça fait partie, mais vous avez réussi. Et ça me chauffe le corps chaque fois que je vois une autre annonce sur LinkedIn. J'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai réussi le diplôme, le certificat. Bravo. Deuxième message de remerciement, bien sûr, déjà pour les personnes qui ont parlé avant moi. Mais c'est clair que ce CAS, c'est un grand travail. J'aimerais d'abord remercier Élodie Charrière, non seulement pour la coordination, mais depuis cette année aussi, et la dernière volée en fait pour l'accompagnement des participantes et des participants. C'est un grand travail. Merci également à Sylvain, bien sûr, pour la coordination plus large de la formation continue à l'ISE. Et l'organisation de cette soirée, bien sûr. Merci au comité directeur, merci au conseil d'expertes et d'experts, dont certains sont ici. J'ai vu René Langer, j'ai vu Arthur Dahl aussi, voilà.
Et puis un grand merci aussi aux partenaires institutionnels, dont la Chambre de l'économie sociale et solidaire, après, mais aussi la FER Genève, dont je parlerai tout à l'heure. Sans ces actrices et acteurs, ces collègues, ce ne serait pas possible. Troisième message, une petite pub. Il y a quelques années, une douzaine d'années, il y a eu une publication qui s'appelait « Que sont-ils devenus ?» qui faisait un peu le tour de toutes les participantes et participants de ce CAS sous la direction et le travail sans fin de Elodie. On l'a mis à jour. Vous avez dans un carton quelque part des exemplaires. Oui. Je ne sais pas où ils sont, mais il y en a assez, donc n'hésitez pas à vous en servir. C'est un recueil d'informations sur les profils de tous les participants et participants depuis 2003. C'est une formation qui tourne depuis un bon moment. Qu'est-ce qu'on en reprend? L'intérêt à la formation reste fort et stable. Pourtant, le contexte a changé. Je viens de faire référence à ce combat de rue. Il y a des thèmes qui reviennent de manière un peu plus forte. La résilience, l'adaptation, c'est plus juste une question de faire comprendre ce que c'est le développement durable. C'est vraiment un investissement fort. Des perspectives, il y a aussi, il me semble, un intérêt croissant pour des questions de justice sociale. Donc le pilier social du développement durable, j'ai l'impression, les données nous le montrent un peu aussi, devient un pilier toujours plus important. Peut-être au prix de l'environnement, on ne sait pas. Si on regarde autour de nous, c'est possible. Donc, servez-vous, il y en aura. C'est très intéressant. Et puis, dernier message, les budgets chutent partout, les dépenses diminuent. Nous, on a décidé de faire l'inverse. Et avec l'accord du comité directeur de la formation, on a décidé de réinvestir en fait les bénéfices qu'on fait chaque année, c'est-à-dire que quand il y a plus de participantes ou participants que nous avons budgétisé, il y a un surplus qui s'accumule sur un fonds. On a décidé de créer un prix qui sera sur appel à des projets. On va mobiliser le conseil d'expertes et d'experts. Les mondes ne le savent pas encore, mais le sauront bientôt. Et nous allons nous adresser à vous, les diplômés, pour inviter des propositions de projets que l'on souhaiterait financer avec le surplus que l'on fait dans la formation. Voilà les 4 messages. Je vais passer à la partie importante, les noms. Donc, on a du CAS DD23, Peter Kraxner. Bravo. Et puis les participantes et participants de la volée 2024. Valérie Biron-Boucher, Pascal Béolin, Damien Dohany, Maxime Dogne, Marie Kretz, Hélène Marchand, Sarah Margotan, Julien Ortega, Sonny Pipet, Joël Ribaud, Élise Richonnet, Albert von Braun et Barbara von Burghofer. On a quelques absentes aussi, Isaline Roder, Florence Wacek et Isabelle Howell. Et puis, last but not least, j'aimerais aussi reconnaître la micro-certification de M. Guy Louton pour la séance Mobiliser la pensée systémique. Pour la session Mobiliser la pensée systémique pour devenir acteur, actrice de la transition. Bravo.
crois que c'est fait. Là, je fais les skis. Non. Non. Je vais pas cacher monsieur. Ah, je sais pas mon genre. Merci. Je me permets de passer tout de suite au prix et j'invite Monsieur Puercho de la FER Genève pour donner le prix de l'année 2025. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un grand plaisir d'être avec vous ce soir pour attribuer le prix de la Fédération des entreprises romandes à un des étudiants qui est là ce soir. C'est aussi l'occasion de vous dire à quel point je tiens dans une haute estime toutes les personnes qui obtiennent ce diplôme. Ce ne sont pas des paroles en l'air, puisque j'ai moi-même attendu que ma compagne obtienne le diplôme avant de l'épouser. Vous me direz, c'était peut-être un hasard du calendrier, mais en tout cas, ça signifie que je sais tout à fait à quel point le programme est intéressant, mais aussi exigeant, et en particulier le travail de fin d'études prend beaucoup de temps, mais aussi est très intéressant, puisque pour beaucoup d'entre vous, il est ancré sur des sujets sur lesquels vous travaillez au quotidien, et donc l'occasion pour un certain nombre d'entre vous de le réaliser ou de le concrétiser ensuite dans votre travail. Vous conviendrez aussi peut-être avec moi que quand on parle de développement durable en général et puis d'économie durable en particulier, un des enjeux clés, c'est de passer d'une économie où on extrait, on produit, on utilise et on jette à une économie plus circulaire. Ça ne résout pas tout, mais c'est quand même une grande partie de ce qu'on doit faire pour aller vers le mieux. Et quand on veut changer cela, eh bien, il faut s'attaquer aussi aux mentalités, à la manière dont on pense. Et quoi de mieux que justement travailler déjà sur l'éducation pour cela. Et quel meilleur moment de changer les mentalités, de changer les habitudes quand elles ne sont pas encore installées. Alors ça tombe bien parce qu'un des travaux qui a été réalisé au sein de ce CAS traite justement de cette thématique. Et c'est donc avec grand plaisir que nous allons attribuer le prix à un travail remarquable qui a été réalisé sur cette thématique qui s'intitule « Comment parler d'économie circulaire à des élèves de 10-12 ans ?» Et j'ai le plaisir d'appeler Joël Ribaud pour recevoir ce prix. Très bien. Donc c'est avec un grand plaisir que nous accueillons Guillaume Pierre-Imbert, donc le directeur de l'Office cantonal de l'eau du canton de Genève, office avec lequel l'ISEE collabore beaucoup, de façon agréable et fructueuse, et aussi un office qui a eu pas mal d'étudiants en fait qui ont participé à nos formations. Donc il y avait un lien naturel en tout cas à inviter Guillaume. Guillaume a obtenu un master en génie rural environnement de l'EPFL en 2000. Il a ensuite rapidement rejoint le CICR pour une grande partie de sa carrière, où il a d'abord contribué à développer des outils informatiques, notamment les systèmes d'information géographique destinés à l'unité eau et habitat. Puis après 4 ans au siège de l'organisation à Genève, il a effectué plusieurs missions, notamment en Érythrée, au Rwanda, en Irak, au Pakistan, en Israël, en Palestine et au Nigeria. La plupart du temps en tant que chef de programme eau et habitat au niveau des pays. Il a ensuite été conseiller régional du CICR sur les questions d'eau et d'environnement pour le Proche-Orient, pour le Proche et le Moyen-Orient basé à Amman, avant de revenir à Genève en 2018 pour occuper successivement les postes de chef adjoint de l'unité puis chef de l'unité eau et habitat. Depuis décembre dernier, Guillaume a rejoint l'Office cantonal de l'eau en tant que directeur général, donc un office cantonal qui amène Guillaume Pierre-Imbert à superviser un vaste portfolio de services et de projets. Je crois qu'on peut dire vaste, c'est le bon terme, je crois, qui regroupe donc le domaine public lacustre, l'aménagement des eaux et de la pêche, l'assainissement et la gestion des eaux, la surveillance et la protection des eaux et des milieux aquatiques.
Donc, comme vous le voyez, un parcours où les questions de durabilité, d'eau et d'énergie ont été très présents également. Donc, je pense qu'avec sa présentation, nous aurons aussi une vision transversale à l'ensemble des formations présentes ce soir. Merci pour votre disponibilité et très bonne conférence. Merci Christian. Et bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, félicitations aux diplômés pour cette belle réussite. Et ce qui me donne l'occasion de venir faire une petite causerie, donc c'est bien agréable. J'aimerais aussi remercier, bien sûr, l'Institut pour l'invitation et pour pouvoir vous parler de ce sujet. Donc, le sujet qui a été choisi, c'est la résilience face aux crises, une composante essentielle de la gestion durable. Alors, je vais commencer d'abord par m'excuser parce que je n'ai pas eu beaucoup de temps, malheureusement, pour m'y préparer. Quand je m'étais engagé à faire cette présentation, c'était au printemps, si je ne me trompe pas. À l'époque, mon agenda était bien... Enfin, il y a beaucoup de trous dedans et il y en a eu beaucoup moins depuis. Et donc, voilà. Mais j'espère que ça va aller. Donc, j'ai aucune idée si je vais être beaucoup trop long ou beaucoup trop court. J'espère que ce sera plutôt trop court parce que après qu'on puisse quand même aller boire un verre ensemble. Mais voilà, j'espère que la présentation va tenir la route. En tout cas, les sujets, a priori, devraient effectivement vous parler. Et j'espère aussi que je ne vais pas trop démonter de concepts, théories et autres que vous avez appris dans vos études récentes. Parce que voilà, je ne suis pas un universitaire, je ne suis pas un professeur. Donc tout ce que je vais dire vient vraiment purement de ma pratique professionnelle. Mais je pense quand même qu'il y a beaucoup de choses qui devraient se rejoindre. Donc, bref déroulé de mon exposé. Je vais d'abord commencer avec une brève carte d'identité. Christian en a déjà dit beaucoup. Je vais ensuite m'attarder beaucoup sur la guerre et sur ses effets. Et ce qui va m'amener à parler de résilience. Et pourquoi la résilience, c'est devenu une notion extrêmement importante au jour d'aujourd'hui dans les conflits autour du monde. Et j'essaierai de faire une transition à la fin entre le conflit et la politique publique de l'eau à Genève. C'est peut-être un peu périlleux, mais c'est un exercice intéressant. Donc, la carte d'identité, j'aurais pu faire un petit quiz pour essayer de vous faire deviner tous ces endroits. C'est en gros tous les endroits où j'ai vécu durant ma vie. Donc, je vais les passer vite, puis en disant quelques mots sur les différentes places et qu'est-ce que ça m'a apporté. Alors, la première, en haut à gauche, vous pouvez essayer, hein, si vous savez où c'est, vous avez le droit de dire « Ouais, je sais ». Non, personne, c'est Payerne. C'est l'abbatiale de Payerne, c'est là où je suis né, déjà de nombreuses années. J'y ai vécu quelques années, puis ensuite, plus facile, la Chaux-de-Fonds. Voilà, effectivement, c'est là où j'ai déménagé. Mon père ayant occupé là-bas le poste de chef des travaux publics, ce qui a probablement fait naître en moi la vocation du service public et de l'importance des services essentiels sur lesquels je vais revenir par la suite. Ensuite, facile, Lausanne, voilà, effectivement. La Chaux-de-Fonds n'étant pas une grande métropole, j'ai bien dû quitter cette cité pour aller faire des études et je suis descendu à Lausanne pour faire, comme Christian l'a dit, des études de génie rural, où j'ai obtenu mon diplôme en 2000. Ce que j'ai appris à l'EPFL, c'est surtout, j'ai appris à savoir que je ne savais rien du tout, et puis j'ai appris à apprendre. Et je pense que c'est ça aussi surtout que les études nous apprennent. Et c'est aussi surtout ça qui est important, c'est qu'on apprend toujours au fur et à mesure, aussi pour revenir sur ce que Sophie disait auparavant. Après avoir fait mes études et travaillé brièvement dans la recherche dans le domaine de la santé du travail, j'ai, comme Christian l'a dit, rejoint le CICR. Je pense que cette bâtisse, tout le monde la connaît. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir vivre et travailler dans un certain nombre de pays différents, des pays où relativement peu de monde habituellement mettent les pieds, pas parce qu'ils ne sont pas intéressants
ou qu'il y a des... Salut Maxime. Ou qu'il n'y a pas de belles choses à voir, mais évidemment, parce que c'est des pays en conflit. Et donc, relativement difficile d'accès et pas forcément très attrayant en termes de tourisme. Donc, le premier, ça pour ceux qui ont fait de l'architecture, ils pourraient reconnaître, c'est l'Érythrée. J'y ai travaillé, ça a été ma première mission à l'étranger. Là-bas, essentiellement des questions d'accès à l'eau pour des populations vraiment très très défavorisées. Donc c'est là où j'ai vu vraiment des gens vivre dans la misère, comme on dit. Relativement peu de liens avec le conflit, mais en fait un pays qui était dévasté indirectement par le conflit. Hein. Aucun développement dû à un enfermement total, une situation assez dramatique. Le suivant, ça ne dit probablement pas grand-chose, c'est le Rwanda, c'est Kigali. Alors j'y étais bien après le génocide, donc j'ai pas vécu les horreurs du génocide, mais par contre là j'ai pu découvrir un pays en reconstruction, un pays qui essaie de se rebâtir, à la fois au niveau social, mais aussi au niveau économique, mais qui gardait quand même certaines traces très fortes et pour lesquelles il y avait toujours besoin de soutenir un certain nombre de choses. C'est là où notamment j'ai vécu des expériences assez intéressantes dans les prisons rwandaises. Ça pourrait faire le sujet d'une prochaine causerie. Ensuite, là aussi, je pense que pas grand monde ne connaisse, c'est l'Irak, Bagdad. Aussi un pays à cette époque très, très dégradé, avec une violence extrême. Et passablement de choses que je vais dire se réfèrent à des situations que j'aurais vécues en Irak. Ensuite, le Pakistan. Aussi un pays en crise, quasiment en crise permanente, toujours des crises différentes qui se succèdent les unes aux autres, qui se superposent, mais à la fin toujours avec une population qui souffre. Ici, plus facile, ça je pense que tout le monde connaît, surtout au jour d'aujourd'hui, c'est Jérusalem. Aussi, je vais y revenir passablement durant ma présentation, et je pense que c'est au centre de l'actualité, pas besoin d'y revenir trop. Le suivant, c'est le Nigeria, Abuja. Aussi un pays ravagé par des crises multiples et avec des millions de personnes en crise. Finalement, la Jordanie, comme Christian l'a mentionné, là où j'ai terminé ma carrière sur le terrain du CICR, et puis, ça évidemment, je n'ai pas besoin de le dire, Genève, où d'abord en tant que CICR, mais ensuite, depuis l'année dernière, en tant que responsable de l'Office cantonal de l'eau. Voilà, alors, on en vient à la guerre. Il y a un certain nombre de concepts que j'aimerais expliquer, et je pense qu'ils sont quand même importants à garder en tête. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant qu'ingénieur au CICR, mon rôle était avant tout de subvenir aux besoins des populations, et donc avec une approche de santé publique. C'était ça qui nous guidait. Hein. L'objectif, c'était de répondre aux besoins de santé de la population. Et il y avait le concept qui est utilisé, c'est la pyramide de la santé, hein, qui est utilisée pour représenter en fait quels sont les besoins essentiels des populations. Alors je vais y aller brièvement, hein, mais il y a effectivement des conditions de base, hein, qui doivent être réunies, la sécurité, la justice sociale, le respect, les relations familiales, le support de la communauté. Ça, c'est quand une société fonctionne bien. Et ça, c'est la base de la pyramide. Ensuite, on a ce qu'on appelle les besoins essentiels. Et parmi eux, l'eau, l'assainissement, évidemment la nourriture, la sécurité, on va dire, un peu économique. Et ensuite, plus on monte, alors moins il y a de besoins en général dans une société équilibrée, mais plus il y a besoin de soins de santé accrus, aigus. Hein, et on finit au sommet de la pyramide avec les chirurgiens de pointe. Cette pyramide-là, elle fonctionne bien dans une société stable, comme la nôtre ici, parce qu'à peu près tout le socle et toutes les niveaux de la pyramide
sont relativement bien maîtrisés, bien gouvernés, ont les moyens de répondre aux besoins de la population, et donc ça passe. Dans une situation de guerre, et c'est là où on va en venir, il commence à y avoir des cracks dans la pyramide, que ce soit à la base, que ce soit sur les côtés. Et c'est là où tout s'écroule, et le rôle du CICR était essentiellement essayer de boucher ces cracks et d'essayer de faire tenir cette pyramide. Brièvement, qu'est-ce que ça pouvait dire en termes d'ingénierie de santé publique, puisque c'était effectivement mon rôle. En fait, il y a une relation entre l'environnement et la population humaine. L'humain produit des déchets, l'environnement produit des pathogènes, pour simplifier. Et ça peut créer, si cette pyramide de la santé n'est pas stable, des cercles vicieux. Et effectivement, ensuite, c'était mon rôle en tant qu'ingénieur de santé publique d'essayer de casser ce cercle vicieux, d'essayer de retrouver un équilibre afin que la population puisse vivre au mieux dans une situation digne. Donc, soit en essayant de briser les cercles au niveau de la production de déchets humains qui pourraient contaminer l'environnement, ou à l'inverse, d'être exposés à des pathogènes, ou alors de travailler sur les systèmes d'assainissement et les traitements d'eau. Donc, ensuite, je vais en venir au concept de service essentiel. Et alors, ils sont essentiels, évidemment, parce que sinon, la population ne peut pas subvenir à ses propres besoins. Donc, dans ces services essentiels, ça peut être très large. Mais pour nous, au CICR, c'était essentiellement, alors, en tant qu'ingénieur, tout ce qui était lié à l'eau, à l'assainissement, à l'approvisionnement en électricité. Il ne faut pas oublier que ça devient de plus en plus un besoin essentiel. Je n'ai pas besoin de vous le dire ici, mais même pour des populations relativement pauvres, c'est devenu une nécessité. Mais il y a bien sûr aussi les services de santé, tout ce qui est de la production alimentaire, la production et tous ces services-là peuvent être résumés en fait en trois choses. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'un service, c'est des gens. Il n'y a absolument aucun service qui, même au jour d'aujourd'hui, qui ne peut être fait que par des machines ou autres. C'est avant tout des gens, c'est des compétences, c'est du savoir. C'est bien sûr de l'infrastructure. Mais on a souvent tendance un petit peu trop à se concentrer sur l'infrastructure quand on pense service. Et c'est peut-être de manière encore plus évidente, enfin pour moi, mais moins pour le grand public, on va dire les consommables. C'est que si vous prenez, on va prendre l'exemple de l'eau, puisque c'est évidemment mon domaine de prédilection, si vous prenez une station de traitement d'eau, elle a bien évidemment besoin d'une infrastructure, de pompes, de filtres et d'autres. Elle a besoin évidemment d'opérateurs, de gens qui vont allumer, nettoyer, la faire fonctionner, mais elle a besoin aussi de consommables. Elle a besoin de chlore, elle a besoin d'autres produits qui doivent être régulièrement acheminés, régulièrement approvisionnés pour pouvoir le faire fonctionner. Sinon, à la fin, on n'a pas d'eau potable. Et ces trois composantes d'un service démontrent des fragilités. Ce qui est aussi important à savoir, ou à comprendre, c'est cette interdépendance qui existe entre les différents services, surtout dans le milieu urbain. On est dans une situation au jour d'aujourd'hui autour du monde où une part croissante des gens vivent en milieu urbain. Alors, quelle est la différence entre le milieu urbain et le milieu rural ? Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu la chance d'habiter dans des petits villages ou de montagnes comme ça. Mais vous pouvez juste vous imaginer, par exemple, qu'est-ce qui se passe si vous êtes en haut d'une grande tour dans une ville et que vous n'avez plus d'eau. Il n'y a plus d'eau du robinet. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut soit aller à l'épicerie du coin puis acheter des bouteilles. Il faut surtout appeler l'opérateur en lui disant « mais qu'est-ce qui se passe, j'ai plus d'eau, s'il vous plaît, faites quelque chose ». Mais les gens ne sont pas... on peut commencer à parler de résilience déjà. Il n'y a pas de résilience. On est dépendant complet de ces systèmes, de ces services qui nous approvisionnent. Et effectivement, en plus, ils sont interdépendants. Donc, ce qui peut augmenter la fragilité de ces systèmes. Pour prendre comme exemple, je reviens à la station de traitement d'eau qui fournit de l'eau et comme ça.
il y a des fragilités au niveau de cette extraction d'eau. Comme j'ai dit, s'il n'y a plus de chlore, il n'y a plus de traitement, pas d'eau potable. Mais aussi, elle est dépendante typiquement d'approvisionnement électrique. Donc, s'il y a un problème au niveau de l'approvisionnement électrique, il n'y a plus d'eau non plus. Et il y a des effets de chaîne, de conséquences qui peuvent apparaître dans tous les systèmes, autant chez nous que dans un pays en guerre. Alors, il y a quelques petits concepts pour démontrer un peu tout ça. L'effet domino. L'effet domino, c'est de dire si effectivement... Alors, hop, ça va peut-être un petit peu trop vite, mais effectivement, si la station électrique, de production électrique ne fonctionne plus, il n'y a plus d'approvisionnement électrique dans les bâtiments, mais aussi effectivement dans toutes les infrastructures de traitement d'eau. Ce qui fait qu'il n'y a plus d'approvisionnement en eau et donc qu'il n'y a plus d'eau dans les bâtiments. Donc les gens n'ont ni électricité ni eau. C'est quelque chose qui n'arrive pas fréquemment ici. Je peux vous dire que ça arrive souvent dans certains pays. Une autre manière aussi de concevoir les choses, d'appréhender les choses, c'est le niveau de criticité d'une infrastructure dans ce système de ce service. Il y a des infrastructures qui sont très importantes, c'est celles qui se situent en amont. Typiquement, si vous prenez cette image, la station de traitement d'eau ici qui pompe l'eau dans la rivière, qui la traite et qui la distribue, elle sert toute la ville. Si celle-là, elle ne fonctionne plus, c'est toute la ville qui est dépendante. Par contre, il y a aussi des infrastructures qui sont plus au niveau moyen, voire même au niveau du quartier, et donc qui sont moins critiques quand on pense en termes de système et de services. L'effet de résonance, qui est de dire, alors là on commence à entrer dans le langage de la guerre et autres, c'est que si vous bombardez un objet, ça a bien sûr un effet direct autour du bombardement. Les victimes qu'on va considérer, c'est évidemment les gens qui auraient pu être autour de ce réservoir, mais il y a aussi un effet ensuite dans le temps et dans l'espace, puisqu'il y a un service ensuite qui n'est plus fourni aux populations. Pourquoi est-ce que ces concepts sont importants sur ce que je vais dire plus tard ? C'est en particulier parce qu'il y a eu une évolution importante au niveau de la nature des conflits. Principalement depuis les années 80 jusqu'à maintenant. Quelle est cette évolution ? Alors, j'ai pris cette image que j'ai trouvée sur le truc, c'est d'abord sur Internet, c'est d'abord le fait qu'il y ait plus de conflits. Il y a plus de conflits, il y a plus de victimes. Ça, je pense que on le voit dans les médias. On ne manque pas de sujets si on veut s'intéresser au conflit. Ce qui est important aussi, quelque chose qui est pas souvent compris, c'est qu'il y a de plus en plus de conflits qui sont des conflits internes dans un pays. Ce qui amène un certain nombre de conséquences différentes dans le sens où les règles du droit ne sont pas les mêmes, mais là on ne va pas aller dans ce genre de détails. Enfin, ce n'est pas des détails, mais ce n'est pas pertinent pour notre sujet. Le deuxième point, c'est l'urbanisation des conflits. J'ai commencé à vous parler de la ville, des systèmes, des services essentiels dans les villes. Et le fait que la plupart des gens, maintenant, qui vivent dans des zones de conflit, vivent en ville, ça fait qu'ils sont plus vulnérables. Ils sont plus à risque, car ils ont moins de moyens de subsistance en cas de crise, en cas de choc. Et le dernier point, qui est peut-être le plus important, c'est que les conflits sont souvent désormais sans fin. Je ne vais pas dire le bon temps, mais le temps où une guerre, c'était deux États qui commencent à se tirer dessus, peut-être pendant quelques mois ou quelques années, puis après il y avait un accord de paix qui était une vraie paix, et puis ensuite on pouvait repasser à une période de stabilité. C'est malheureusement fini, il n'y a vraiment plus beaucoup des exemples de ce genre-là. La statistique qui est assez frappante, c'est que quand je travaillais encore au CICR, donc, et je pense que le chiffre date début 2020, à mon avis. À l'époque, si vous preniez les 15 plus grosses opérations du CICR, le CICR y était présent depuis plus de 40 ans. Et malheureusement, dans la plupart de ces pays, le CICR y est toujours et probablement il sera encore dans quelques années.
Donc plus de faim. Ça fait que le fait qu'il n'y ait plus de faim, ça a amené aussi, et ça amène à une remise en question de comment est-ce qu'on fait une réponse humanitaire. Et ça, je vais y revenir par la suite. Donc, tous ces éléments combinés, qu'est-ce que ça nous amène? Ça, c'est une image qui est sortie d'une publication du CICR où on a eu vraiment une réflexion avec tous les ingénieurs de la santé publique d'essayer de montrer quel était l'impact des conflits sur les services essentiels, sur les systèmes urbains. Et on voit que les effets sont nombreux. Ce qu'on observe dans les situations de guerre, par exemple, une compagnie d'eau, une compagnie d'électricité ou autre, c'est très souvent, il y a d'abord un impact direct. Hein, ça, j'en ai parlé un petit peu. C'est en gros quand il y a des bombardements, quand il y a des combats et que des infrastructures sont endommagées. Ça peut réduire le niveau de service. Et ça a un effet sur la population. Mais ce qui est d'autant plus important, c'est l'impact indirect. C'est qu'est-ce qui arrive sur ces situations-là. Et là, on parle typiquement le brain drain, hein, les gens qui partent. Les gens qui sont les premières choses qu'on voit dans les pays, prenons l'Ukraine. Hein. La plupart des gens qui sont partis de l'Ukraine, c'est souvent des gens assez éduqués. Des gens qui se sont dit, tiens, j'ai un peu de moyens, je vais pouvoir bouger, je vais pouvoir aller quelque part, je vais peut-être essayer de trouver un travail. Et ça, on le voit partout. Donc les gens qui ont le savoir, qui ont peut-être les connaissances, qui sont une part importante de ces systèmes, partent. Et après, ça s'accumule avec le temps, parce qu'il y a aussi le niveau d'études. Hein. Je peux vous dire que les universités, ce n'est pas là où il y a le plus d'activités dans les pays en guerre. Donc avec le temps, ça diminue. L'Irak, quand j'y étais, c'était en 2007-2008. Ça faisait plus de 30 ans de guerre déjà quasiment là-bas. Le niveau d'études était devenu famélique. Hein, je travaillais avec des gens qui avaient une soixantaine d'années à l'époque, qui avaient eu la chance d'avoir une époque où il y avait des Européens qui allaient étudier en Irak. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens dans cette salle qui se diraient, tiens, je vais aller faire mon prochain casse, je vais aller le faire au Soudan. Donc ça, on a un effet vraiment sur la durée, cette réduction du savoir. Mais ce n'est pas la seule. Même si les gens restent, parfois, ils ont peur. Ils ont peur d'aller travailler, hein, parce que les conditions de sécurité ne sont pas là. Il y a tout un nombre de choses. Il y a du pillage. Hein, évidemment, les gens n'ont plus d'argent, n'ont plus de moyens. Ben, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont ramasser ce qu'ils trouvent. Donc tous ces phénomènes-là font que, indéniablement, le niveau de service décline. Et s'il décline, ben, il atteint à terme un stade où on découvre un certain nombre de conséquences qui sont très négatives. Juste quelques exemples, hein, aussi en images, de qu'est-ce que ça veut dire, ces choses-là. L'impact direct, ben, c'est typiquement ça. Ça, c'est un réservoir qui a été ciblé clairement par des tirs de tanks. Très bon moyen de pousser une population à se déplacer. Un bombardement en ville qui détruit des conduites d'eau, qui coupe de l'approvisionnement en eau aux populations. Des bombardements qui détruisent des bâtiments d'habitation. Vous imaginez bien que si ça c'est votre appartement, vous ne pouvez plus vivre dedans. L'impact indirect, il est beaucoup moins visible souvent. C'est moins... et on en parle beaucoup moins souvent, hein, effectivement, dans les médias ou dans les recherches. Ça ressemble typiquement à ce genre de choses. La poussière, des choses rouillées, évidemment des choses qui ne fonctionnent plus. Et donc tout ça, toutes ces choses-là, ça amène un certain nombre de conséquences. Les conséquences qui peuvent être exponentielles sur la population. Parce qu'on a un niveau de service qui descend, qui parfois remonte un petit peu, parce qu'on arrive à finir une construction d'une station de pompage qui était en cours, ou comme ça, puis le niveau remonte. Mais souvent, inéluctablement, le niveau de service diminue. Et inversement, l'impact sur la population est exponentiel, qu'il soit en termes principalement de santé publique.
J'en profite juste pour dire un mot. Les sanctions, probablement l'invention la plus stupide de notre politique internationale, l'outil le plus inutile pour atteindre un objectif politique. Ceux qui payent le prix des sanctions, c'est la population, c'est jamais les gouvernants. Donc, tout ça, ça fait que, en gros, qu'est-ce qu'on observe ensuite quand on est sur le terrain, quand on voit ces populations? Principalement 3 types de conséquences majeures. La réapparition ou l'explosion des maladies infectieuses. Je peux prendre l'exemple du choléra. Si vous l'avez peut-être suivi, c'était en 2021, si je ne me trompe pas. On a eu les premiers cas de choléra en Syrie et au Liban, des pays qui n'avaient pas eu de choléra depuis des décennies. Donc ça revient. Et inutile de dire que ça fait des ravages. Le déplacement de masse de population. Ça, probablement, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Vous savez que dans certains pays comme la Syrie ou l'Ukraine, il y a des millions de gens qui ont quitté le pays. Ce qui amène évidemment des désagréments, on va dire, dans le pays d'origine, mais aussi des désagréments dans les pays qui les hébergent. Et la disparition des moyens de subsistance, et ça a un effet négatif à très long terme sur les populations sur place. Donc, l'émergence de la résilience. Pourquoi est-ce qu'on a commencé à parler de résilience dans la réponse humanitaire, en particulier dans le domaine de l'assainissement? C'était une nécessité morale pour moi et d'efficience. On ne pouvait pas continuer à faire la même chose, parce qu'il faut savoir, c'est que la réponse humanitaire traditionnelle, souvent comme on la voit encore dans les médias, c'est d'arriver en gros avec un petit réservoir, on met un peu d'eau dedans, on met un peu de chlore, puis comme ça on peut distribuer de l'eau aux gens. Ça va quand c'est une situation qui est courte, qui ne va pas durer longtemps et où il n'y a pas trop de monde. Ça marche quand, comme à Genève, il y a eu par exemple quand il y a eu la rupture de la canalisation des SIG et qu'un certain nombre de communes n'ont plus d'eau potable pendant 1 ou 2 jours. On peut mettre en place ce genre de système pour des périodes courtes. Ça peut fonctionner. Par contre, quand c'est pour des mois ou des années, ça coûte un pognon de dingue, pour citer un brillant philosophe de notre temps. Et puis, c'est pas du tout efficace. Et à la fin, on ne fait que retarder l'émergence de ces phénomènes-là. Donc il y avait une nécessité de réfléchir différent. Donc on a commencé aussi, effectivement, à penser de manière différente. Alors déjà dans les années 80-90, on a commencé à travailler justement sur ces infrastructures, sur ces systèmes urbains, en commençant à les supporter. C'est là que le CICR a commencé à déployer une réponse humanitaire de plus en plus grande, de plus en plus importante. On avait parfois des convois qui amenaient des... je peux prendre l'exemple de la Syrie. En Syrie, pendant des années, on a fait la chaîne d'approvisionnement de chlore pour l'entier de la population en Syrie. On s'est substitué, on va dire, à l'État. Ce n'est pas parce qu'on avait envie, c'est parce qu'à cause des sanctions, le gouvernement syrien ne pouvait plus importer de chlore. C'est aussi parce qu'ils avaient quasiment plus d'argent. Enfin, il y a tout un nombre de choses. Donc, il y a eu une période où on a commencé à dire, plutôt que de faire nos petites réponses d'urgence, il faut qu'on passe à une échelle supérieure. Il faut qu'on travaille sur ces systèmes. Et aussi, ensuite, avec le temps, l'idée de résilience, elle est apparue, parce que, là, je peux vous donner l'exemple, quand j'étais en Irak, on commençait à retaper des stations de pompage qui avaient déjà été retapées par le CICR 5 ans auparavant. Donc, quand on commence à devoir refaire 2 fois les mêmes choses et avec des coûts conséquents, et surtout pour juste revenir à un niveau minimum, ça ne marchait pas. Donc on s'est dit, il faut qu'on passe à une manière différente. Puis c'est là où il y a
le principe du Build Back Better qui est apparu, de se dire, si on refait ces systèmes, on va essayer de les faire mieux, on va essayer de les faire qu'ils soient plus adaptés aux nouveaux enjeux actuels, aux changements qui sont apparus. C'est là où on a commencé aussi à intégrer de plus en plus, parce que si je prends l'exemple des changements climatiques, je peux vous dire qu'on les voyait déjà il y a 20 ans en Irak. Donc tout ça, on a commencé à l'intégrer et à se dire, si on les fait, il faut qu'on construise un peu de manière différente. Il faut qu'on fasse évoluer ces systèmes pour qu'ils soient un peu plus robustes, un peu plus résilients. Alors, il y a tout un nombre de définitions de la résilience et tout ça. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que sinon on va passer toute la soirée dessus. Puis je suis sûr que vous en avez entendu parler abondamment là-dessus. Et c'est sur ce genre de choses où je risquerai de dire des choses qui sont complètement fausses. Donc, je vais aller plutôt sur la suite. Qu'est-ce que cette réflexion nous a amené à faire? Elle nous a amené à faire, quand on parle des services, de ces services en particulier d'eau et d'assainissement, à identifier en fait 5 critères qui sont clés pour qu'est-ce qu'il faut apprendre, qu'est-ce qu'il faut essayer de mettre en place pour que ces systèmes soient plus résilients. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire en gros avant le début de la guerre pour permettre à ces services de continuer de fonctionner pendant la guerre. Et donc, je vais aller brièvement sur chacun de ces 5 critères. Le premier, c'est par rapport à la connaissance. Et ça peut s'appliquer à tout type de service. De nouveau, je prends l'exemple de l'eau parce que c'est celui qui a été étudié, c'est celui que je connais le mieux, c'est celui sur lequel on a publié. La connaissance. La connaissance, c'est quelque chose qui disparaît très rapidement, comme je l'ai dit avant. Et en gros, on se retrouve parfois, il suffit de 2-3 ans après le début du conflit, et on arrive à un endroit, on essaye de savoir où sont les ressources en eau, quelles sont leurs qualités, quelles sont leurs quantités et autres, et on ne trouve aucune information. Parce que tout ça a disparu, parce que tout ça a été mal classé, parce que tout ça a été mal géré. Et donc ça, c'est aussi déjà un premier conseil. C'est pour dire, quand vous bâtissez, quand vous planifiez, quand vous agissez sur quelque chose, la partie de la documentation et du sauvegarde de cette documentation, pourquoi est-ce qu'on a fait ces choix? Pourquoi ceux-là? Quel est le design derrière? Où sont les plans? Toutes ces informations-là, d'essayer de les préserver, c'est essentiel. Ça peut aider les gens dans le futur en cas de crise. L'exemple que je peux donner, c'est aussi le fait que les systèmes sont souvent bâtis pour être fragiles. L'exemple que j'ai ici, c'est l'exemple de Alep, dans le nord de la Syrie, où c'était une cité qui était très à risque, parce qu'en gros, l'entier de son approvisionnement en eau dépendait d'une station de pompage et de traitement à 80 km. Donc 80 km de conduite à l'époque où il y avait une ligne de front qui passait au milieu. Inutile de vous dire, et des avions russes, et pas juste des Russes, de tous les pays qui bombardaient de tous les côtés. C'était la recette parfaite pour qu'il n'y ait plus d'eau à Alep. Ce qui est arrivé, effectivement, donc environ 2 millions de personnes sans eau potable. Sans eau, même du tout. Même pas de l'eau potable, sans eau du tout. Et à l'époque, qu'est-ce qu'on a dû faire? On a dû se dire, où est-ce qu'il y a de l'eau autrement? Et c'est là où personne ne sait. Heureusement, il y avait quelques anciens qui ont dit, mais je me souviens d'il y a longtemps, on avait des puits. Ah, d'accord. Puis c'est là où à force de creuser, littéralement, mais aussi un peu plus avec les anciens, de retrouver un peu ce savoir, d'aller le déterrer, on a pu mettre en place en fait un réseau de puits dans la ville d'Alep qui a permis d'approvisionner un minimum la population d'Alep pendant toute la durée de la crise. On a même mis en place, ça pour l'anecdote, un système de carte GPS pour que les gens sachent quel puits fonctionnait. C'était vraiment l'époque où tu sortais pas de chez toi si
si tu n'en avais pas absolument besoin. Donc, il fallait vraiment que les gens puissent savoir potentiellement, ah ok, si je sors maintenant, j'ai eu de la chance de trouver de l'eau à ce puits-là. Le deuxième point qui est lié à cette résilience, c'est de penser que quand un service va se dégrader, qui va cesser de fonctionner, ce qui va se mettre en place, c'est qu'il va y avoir des services alternatifs. Hein, c'est l'apparition du secteur privé dérégulé, on va dire. Hein, dans le domaine de l'eau, ça ressemble à quoi? Ben, au lieu d'avoir l'eau qui vient du robinet, on se retrouve avec des situations comme ça. Hein, avec des gens avec des gens qui vont pomper l'eau probablement dans la rivière qui est contaminée, et puis ils viennent la vendre à un prix de fou aux gens qui doivent venir là, la collecter dans des jerrycans. Donc c'est une catastrophe souvent écologique parce qu'on va prendre de l'eau qui n'est pas bonne. C'est une catastrophe en termes de santé parce que inutile de vous dire qu'il n'y a pas de standard de traitement pour cette eau-là. Et puis ça mène, inutile de vous dire, des tensions sociales. Vous pouvez imaginer quand il y a une situation comme ça, il n'y a souvent pas assez d'eau pour tout le monde et c'est là où les gens commencent à se taper dessus. Donc dès le début aussi des crises, c'est de penser, voilà, si un service ne fonctionne plus, qu'est-ce qu'il faut faire au minimum pour essayer de garantir un minimum de services? Alors, typiquement au CICR, ce qu'on faisait là, c'est qu'on équipait aussi les opérateurs, les producteurs, les distributeurs d'eau avec des camions pour que eux commencent à se mettre à ce système, en fait, à copier un petit peu, on va dire, les systèmes alternatifs. Au moins, ils respectaient un certain nombre de standards, notamment en termes de qualité d'eau. Et ce genre de choses, il faut le penser très vite. Ça peut même être pensé en anticipation. C'est de penser le pire. Hein? Je travaille maintenant désormais régulièrement avec les SIG. Je n'ai pas encore eu beaucoup de discussions avec eux qui vont jusque-là. Est-ce que vous avez imaginé le pire? Probablement pas. Sur certaines choses peut-être. L'autre point, la plus spécifique aux problématiques d'eau et d'assainissement, mais qui peut aussi se retrouver aussi sur d'autres systèmes, c'est la technologie, le niveau de technologie. Les stations d'épuration, c'est un cauchemar. C'est le premier truc qui arrête de fonctionner. Et c'est impossible à remettre en fonction après. Et ça, c'est malheureusement le cas de beaucoup d'infrastructures au jour d'aujourd'hui qu'on bâtit. Si elles ne fonctionnent pas, pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, on va être incapable de les redémarrer. Donc, il y a une logique là aussi de promouvoir le low-tech, qui aussi coûte moins cher, il ne faut pas oublier, et qui peut être plus décentralisé, plus autonome, et tout ça. Ça peut être au moins des solutions de secours. Comment penser ces choses-là pour le cas de la crise? Parce que sinon, c'est ça qui arrive. Hein. Je l'ai vécu. C'est pas un joli gazon vert de Oranville, de la ville éponge. C'est de la merde. Ça, c'était à Gaza. L'eau usée qui se déverse directement dans l'océan. C'était pas très bien d'aller se baigner ou de manger les poissons qui étaient pêchés là. Il y a des moyens de faire plus simple et tout. Alors bon, ça, on parle vraiment d'adaptation systémique aussi. Hein. Ça demanderait un certain assouplissement de certaines normes, de certains standards qui sont imposés souvent au jour d'aujourd'hui. Mais il faut le penser, il faut y réfléchir en tout cas. Et quelque chose qu'on retrouve partout, c'est la dépendance à l'énergie. Tout dépend de l'énergie aujourd'hui, quasiment tout. Ce qui est important en termes d'énergie, c'est d'appliquer ces mêmes principes de résilience à l'énergie aussi. Ce qu'on voit trop souvent, c'est des infrastructures, des services qui fonctionnent avec une seule source d'énergie. Je vous ai montré le cas avant. Hein. S'il y a une source d'énergie qui pète, il y a tout qui pète. On le voit aujourd'hui, les systèmes énergétiques sont en train d'évoluer complètement. Ils sont en train d'être complètement repensés. Notamment parce que
on était dans un système complètement top-down, hein, où on produisait de l'énergie puis on la distribuait un peu partout. Maintenant, on produit de l'énergie aussi à la base, et puis elle doit être redistribuée. Enfin, la transition énergétique, elle existe, elle est en train de se faire. Mais même au niveau localisé, là, on n'y est pas encore. On prenait par exemple les hôpitaux, les infrastructures critiques au CICR, souvent on les équipait de multiples sources d'énergie. Et puis ça peut être pensé au niveau d'un quartier. Comment on peut potentiellement rendre autonome un quartier qui puisse continuer à fonctionner le jour où tout à coup il y a une coupure d'électricité majeure. On a vu il y a quelques mois en arrière ce qui est arrivé en Espagne. Est-ce qu'on va arriver à des moyens d'éviter ce genre de choses? C'est une grande question. Et aussi un point très important à la fin, c'est quand même l'argent. C'est que tout système, tout service aura toujours besoin d'un minimum d'argent pour faire tourner les choses, pour payer le salaire des gens, pour payer les consommables, je l'ai mentionné avant et tout ça. Et ça, il faut qu'il y ait des systèmes de sauvegarde pour qu'aucun système ne risque d'être à court d'argent, en tout cas les services essentiels. Peut-être juste, ça a été mentionné aussi, parler de l'approche systémique. Tous ces concepts, tous ces critères, cette réflexion-là, elle n'aurait pas été possible sans l'approche systémique. Et si on veut bâtir de la résilience, si on veut inclure la résilience dans notre manière de planifier, de gérer les choses, l'approche systémique, elle est essentielle. Parce qu'avec la complexité des systèmes auxquels on fait face, on ne peut pas l'appréhender sans une approche systémique. De juste penser une cause, une conséquence, je peux vous dire, c'est la voie vers l'échec. Je l'ai pratiqué je l'ai expérimenté, et d'adopter l'approche systémique, c'est absolument essentiel si on veut aussi pouvoir résoudre certains problèmes. Et maintenant, on passe à Genève. Alors, je vais dire quelques mots sur la politique publique de l'eau genevoise. La mission de l'Office cantonal de l'eau, Christian en a dit quelques mots, hein, elle est très large. Ça passe de la gestion de la navigation sur le lac, la gestion des ports, à la gestion de la pêche, que ce soit de la pêche professionnelle, la pêche loisir, l'aménagement des cours d'eau, les fameux projets de renaturation dont je pense qu'à peu près tout le monde à Genève en a entendu parler, mais aussi toutes les questions d'eau potable et d'assainissement. Là, on en revient au tuyau, on en revient à ce que je disais avant. Alors évidemment, c'est les SIG qui sont à la manœuvre, mais l'Office cantonal de l'eau a un rôle à jouer là-dedans, principalement de régulateur. Et aussi tout ce qui est lié à effectivement la surveillance, on va dire, de ces milieux aquatiques, notamment en termes de qualité et de quantité. Hein, d'essayer de vérifier leur état, leur idéalement bon état. Alors, la stratégie de l'Office, elle consiste en trois missions principales qui sont pensées selon les principes du développement durable, qui est d'abord de dire qu'il faut respecter l'eau. Hein, il faut la protéger. Si on n'a pas une eau de qualité, si on n'a pas des quantités d'eau de qualité suffisantes, on ne peut rien en faire. Ensuite, on peut la vitaliser et finalement la partager. Les usages sont... La demande en eau, elle est assez incroyable à Genève. Tout le monde a besoin d'eau. Tout le monde, bien sûr, on pense à l'eau potable, on pense aux besoins pour la production de biens alimentaires, on pense bien sûr à la protection de la biodiversité. Hein, sans eau, il n'y a pas de marais, sans eau, il n'y a pas de batraciens, sans eau, il n'y a pas de poissons et autres. Mais il y en a plein d'autres. Hein, je pense que ceux qui vont régulièrement se baigner, que ce soit dans le lac ou dans le Rhône, ont vu ces dernières années que chaque année, il y a de plus en plus de monde qui y va. Voilà, les demandes en eau augmentent sans arrêt. Donc, pour ça, on est en train encore de développer un plan stratégique qui contient un nombre d'axes. Je ne vais pas les détailler,
Mais pour chacune de ces missions, effectivement, on a un grand nombre de choses à faire. Je vais juste prendre 2 exemples pour montrer à quoi ça peut ressembler en termes de réalisation, on va dire, de l'État ou de projet. La première, je pense que beaucoup d'entre vous ont eu la chance d'aller se promener au bord de l'air, hein, et ce projet assez incroyable de renaturation qui a eu lieu là-bas, de passer d'une rivière qui était canalisée à une rivière complètement naturelle. Et ça, je reviendrai dessus. Pourquoi c'est important? C'est pas juste parce que c'est joli, hein. Un autre exemple, ça c'est encore à venir. Ça c'est l'image. On va pouvoir débuter les travaux sur le port du Vengeron, qui devraient, on espère, aboutir d'ici à 2028-2029, qui comprendront toute une partie pour les chantiers navaux, mais aussi toute une partie renaturée et toute une partie pour les loisirs. Donc, essayez de fermer la boucle. La résilience maintenant appliquée à la politique publique genevoise. J'ai pris l'exemple des événements climatiques extrêmes. Hein, on a déjà vécu quelques événements ces dernières années. Le plus récent étant celui de Bardonnay en 2024, hein, avec cette pluie extrêmement intense qui avait dépassé tous les seuils qui avaient jamais été enregistrés sur Genève. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Il faut penser de manière différente. Les modèles qu'on a utilisés dans la planification, dans la mise en œuvre d'infrastructures pour se protéger de ces pluies, elles ne sont plus d'actualité. Bon, elles ont déjà évolué, hein, je dis pas que j'appelle pas ici à une révolution, mais pendant longtemps, l'objectif c'était de canaliser cette eau et puis qu'elle parte le plus vite possible. Au jour d'aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Il faut ralentir l'eau. Il faut ralentir l'eau parce que ça la permet d'une part d'éviter de créer des pics de crue absolument dévastateurs. On l'a pas encore vu à Genève. Touchons du bois. On l'a vu à Valence, on l'a vu à certains endroits. Il faut pour faire ça, il faut ralentir l'eau. C'est là où ça devient intéressant. La renaturation, c'est surtout pour ça. C'est pas uniquement pour la biodiversité. C'est aussi pour ralentir l'eau. Que l'eau dans une rivière, s'il y a une crue, au lieu de s'accélérer et puis d'aller de plus en plus vite, elle peut se mettre sur le côté. Elle peut commencer à s'infiltrer. Et la même chose en ville. Pour l'instant, ça, on n'y est pas encore tout à fait. Hein, il va falloir créer des zones désimperméabilisées. Il va falloir créer des zones où les pluies vont pouvoir s'infiltrer, plutôt que d'essayer soit de se concentrer dans la route ou de s'infiltrer ou d'aller dans les regards d'égout, dans les collecteurs qui ne sont pas dimensionnés pour absorber cette fréquence d'événements auxquels on fait face aujourd'hui. Donc c'est un exemple de comment est-ce qu'en pensant aussi différemment, on peut faire ça. Après, la résilience, ça va au-delà de ça. C'est pas juste comment on va dimensionner différemment nos infrastructures. Il va falloir se préparer au fait qu'il y a quand même des événements qui vont aller au-delà de ce qu'on peut absorber. Donc on va avoir probablement dans le futur des inondations à Genève. Alors comment est-ce qu'on peut faire? Faut déjà informer les gens, il faut déjà les préparer à ça. On peut ensuite imaginer des plans pour comment est-ce qu'on va gérer ces situations de crise. C'est tout ça qu'il va falloir faire. L'autre exemple, c'est les pollutions accidentelles. Un sujet qui m'a passablement occupé depuis le début de l'Office cantonal de l'eau. Un peu trop, et là-dessus aussi, il faut penser de manière différente. Là, je fais plus la référence aussi à l'approche systémique. Une pollution, elle peut avoir de multiples causes. Il va falloir appliquer différentes méthodes pour essayer de comprendre qu'est-ce qui crée ces pollutions. J'ai pris cette infographie qui vient de l'Office fédéral de la protection de la population, et je trouve qu'il est très bien, hein, qui dit en gros, quand on a un événement, un accident, et autres, c'est le sinistre. Et on a tendance à se préparer pour qu'est-ce qu'il faut faire face à l'événement. Mais en fait, non, il faut penser de manière circulaire, on va dire. Hein. Il faut
Ensuite, essayer de réparer, il faut repenser, reconstruire et il faut prévenir. C'est la partie prévention aussi qui est extrêmement importante. Comment est-ce qu'on va changer les comportements? Comment est-ce qu'on va informer les gens pour essayer d'éviter? Je suis à peu près persuadé qu'un grand nombre de ces pollutions, elles arrivent, les gens ne savent pas qui pollue. Hein. Donc c'est là aussi comment, avec l'approche systémique, ça nous permettra de mieux comprendre qu'est-ce qui est derrière ces pollutions. On parle aussi de sciences comportementales. On va probablement utiliser les sciences comportementales pour essayer de déterminer qu'est-ce qui sont les déclencheurs de ces événements-là et petit à petit essayer d'aller vers une meilleure protection de nos cours d'eau. Et voilà, j'arrive au bout. J'ai aucune idée si j'ai pris trop de temps ou pas assez. Hein. Je suis complètement dans la panade. Donc pour conclure, j'ai voilà, on va dire 5 messages qui me semblent importants. Le premier, c'est que c'est l'approche systémique. Hein, j'ai fini là-dessus, c'est pour moi le plus important. En particulier quand on pense le territoire, quand on pense le bâti, mais même quand on pense les écosystèmes et autres, comment est-ce qu'on intervient dessus, l'approche systémique pour moi est absolument indispensable. Sans ça, je doute vraiment qu'on trouve qu'on fasse les bons diagnostics et qu'on trouve les bonnes solutions. Le deuxième, c'est ne pas hésiter à envisager le pire. Hein? On a tendance toujours à un peu, mais ça je peux vous dire, je suis un ingénieur, on a des normes, on nous a appris à respecter ces normes, et puis voilà. Après, c'est pas ma responsabilité. Ah non, je pense que c'est pas tout à fait opportun de penser comme ça au jour d'aujourd'hui. Il va falloir penser plus loin. C'est mon prédécesseur, si je ne me trompe pas, qui a dit à un moment, pour anticiper, pour prévoir ce qui va se passer avec les crues, plutôt que de faire un modèle mathématique, il faudrait faire une pièce de théâtre. Je pense qu'il n'a pas tout tort. Hein, il va falloir qu'on travaille ensemble pour se dire, voilà, qu'est-ce qu'on fera le jour, pour caricaturer, où il y aurait l'apocalypse? Comment est-ce qu'on va s'organiser entre nous? Comment est-ce qu'on va être résilient? Parce qu'à la fin, c'est pas l'hôpital ou la station de pompage qui va être résilient. Hein, c'est la population et c'est comment on va s'organiser pour remettre en œuvre, refaire fonctionner ces systèmes. Peut-être d'une manière différente, d'une manière dégradée probablement. Mais comment est-ce qu'on va s'organiser pour les faire fonctionner? Le troisième, c'est de dire, voilà, c'est bien beau de parler de résilience, mais il y a quand même la robustesse. Hein, et je pense que là, c'est notre responsabilité en tant que bâtisseur, je parle moi en tant qu'ingénieur, c'est qu'on doit bâtir le plus robuste possible. Alors, évidemment, tout en gardant une certaine raison par rapport au coût que ça va engendrer. Hein, on peut pas tout absorber, toute variabilité, mais il faut quand même penser robustesse. Ensuite, non, je suis désolé, j'arrive plus à voir mes notes là. C'est ce qui est important, et ça je l'ai peut-être pas trop mentionné dans le système, c'est de penser le plus possible de risques en même temps. Hein, quand on pense à une situation, on a souvent tendance à regarder quelque chose, et ça je peux vous le dire, je travaille à l'Office de l'eau maintenant, j'ai des gens qui travaillent sur le ruissellement, puis j'ai des gens qui travaillent sur la sécheresse, puis j'ai des gens qui travaillent sur ça, et puis sur ça. Il faut les mettre ensemble, ces gens. Parce que quand on va penser le territoire, quand on va penser le futur, il faut penser à toutes ces choses en même temps. Et c'est là aussi on peut trouver souvent des solutions qui vont nous permettre de nous protéger contre des risques multiples. Parce que hein, si je prends typiquement, si on revient à l'eau, les crues, c'est évidemment une menace importante. Mais la sécheresse, c'est autant une menace importante. Donc si on fait des immenses rivières, des immenses lits de rivières fantastiques, mais si la majorité du temps ils sont tous secs, ça ne sera pas très sexy. Et puis ce ne sera pas très efficace aussi pour protéger la biodiversité. Donc c'est toutes ces choses-là qu'il va falloir réfléchir de manière différente. Et vu que j'arrive pas à accéder à la fin de mes notes, je ne me souviendrai pas des derniers points, mais je pense qu'il y en a déjà pas mal. Donc je vais m'arrêter là, puis voilà, en gros, considérant les risques actuels, en particulier climatiques, pour moi, il n'y a pas de durabilité sans inclure la résilience dans la planification du territoire. Merci.
Merci, Monsieur Pierre Humbert. On va passer à une séance de questions et réponses. Et puis, je vous remercie parce que depuis le départ de votre conférence, j'étais là, comment j'allais la conclure. Et puis, j'avais la notion d'approche systémique qui m'est venue à chaque fois que vous parliez. Alors, implicitement au départ, sur des notions, des petits concepts, etc. Et puis après, vous avez fini en soulignant l'importance de l'approche systémique. Donc j'ai fait ouf, je ne suis pas à côté de la plaque. Et oui, l'importance de l'approche systémique est aussi à la base de l'ensemble de nos formations continues et de ce qu'on essaie d'enseigner à nos étudiants. Donc Très bien. voilà, merci. Les questions, on va faire passer un micro. Vous êtes priés de lever la main et de formuler une question. Merci beaucoup. Pascal Denelin, donc je finis le CAS en développement durable. Et j'ai pas mal entendu, je me suis pas mal aussi intéressée en plus sur la pensée systémique et notamment sur les risques systémiques. Donc effectivement, c'était pas une nouveauté d'entendre qu'on va pas au-delà de ce qu'on sait gérer. C'est-à-dire que dans les situations de crise, ce que j'entendais, c'est que c'était toujours on fait la situation de la pire crise qu'on est capable de gérer, mais on va jamais au-delà. Du coup, on voit de plus en plus tout ce qui est prospective et imaginaire, qui soit dystopique ou utopique. Est-ce que du coup, il y a des choses qui sont travaillées au niveau de la gestion de l'eau pour justement imaginer et potentiellement mettre en place des actions derrière et aussi les tester avec la population? Parce que en fait, si personne ne sait ce qu'il faut faire le jour où il y a le problème, on en est au tout début. Il y a eu c'est mon prédécesseur qui avait lancé ça, toute une réflexion sur quelles seront les compétences qui seront nécessaires dans le futur dans les métiers de l'eau, et en particulier à l'Office cantonal de l'eau. La prospective en est une qui avait été identifiée, et on a une équipe à l'État de Genève qui travaille sur la prospective, et on est en train de réfléchir effectivement à ça. On en est vraiment aux prémices. Je dirais que d'intégrer la prospective à la planification directrice, on en est très loin encore. Par contre, il va falloir être sur la prise de conscience. Moi, je dirais que dans les 5 années à venir, ça serait mon objectif. Ça serait que tout le monde dans mon office réfléchisse désormais comme ça, au lieu avec le prisme qu'il a actuellement. Ça serait mon ambition au jour d'aujourd'hui avec les moyens et les choses qu'on a. Mais touchons du bois. Non, il y en a après. Voilà, des crises, on en a tous les jours. Après, ça dépendra de leur ampleur. Ouais. Mais je dirais que dans le fond de la tête des gens, c'est lié. Mes collègues qui travaillent sur justement la cellule de surveillance sur les crues, qui sont en étroit contact avec nos collègues du SM3A, qui est l'organisme qui gère l'arve en amont, ils y pensent tous les jours. Donc c'est au cœur de leurs préoccupations. Sauf qu'on n'a pas forcément encore les modèles aussi pour se dire ça va être quoi cette crue, de quel débit on parle, sur quelle durée, et ça, mais ça, voilà, ça vient tranquillement. Après, on a un certain nombre, ce qui bloque un peu à ce niveau-là, c'est qu'effectivement, il y a un grand nombre de normes, alors qu'elles soient principalement fédérales en Suisse, mais qui obligent à un certain nombre d'actions, de mesures qui sont basées sur des modèles quand même anciens. Et ça, c'est un peu le souci. Et on sait bien que pour faire bouger Berne, c'est pas évident. Donc, et intégrer la France aussi, parce qu'il y a quelques centres oui, nucléaires. alors ça, oui, mais ça c'est quand même un des... là, on en vient à la gouvernance de l'eau. Une des bonnes nouvelles de ces derniers temps, c'est qu'on a signé des accords franco-suisses sur le Rhône et sur le Léman. Et ces aspects-là vont être clairement au centre des débats. Donc Marlène Leroux, la coordinatrice scientifique du MAS en urbanisme. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur le projet de la renaturalisation de la Drise ? Oui.
Alors, je peux développer. De la DRIS dans de la Dans le remise PAV. à ciel ouvert. Oui, voilà, c'est oui, ça. oui. Ah oui, pardon, remise Oui, à ciel ouvert. Oui, mais c'est un programme de renaturation, c'est vrai. Ouais. Oui, alors Quelle qu'est-ce que... orientation? Oui, parce que donc, vous nous avez montré le projet Ouais. de larve, puis après vous avez dit, oui, un cours d'eau, quand il n'y a pas d'eau, c'est pas top. Et puis tout à coup, je me suis dit, tiens, mais est-ce qu'ils pensent à ça? Mais peut-être Ah, oui. pas. Oui. Mais il n'y a pas du tout de polémique, c'est une vraie question Ouais, ouverte. mais c'est en plus, pour la DRIS, c'est très très pertinent parce que si vous avez suivi les médias, cette année, on avait déjà dû le faire en 2023, on a dû ouvrir des hydrantes d'eau potable pour en mettre dans la DRIS. Parce que ça avait atteint un niveau d'étiage qui était trop bas, et donc on a dû rejeter de l'eau potable dans la DRIS pour assurer un niveau minimum pour préserver l'état écologique de la rivière. Donc effectivement, je peux vous dire que maintenant qu'on travaille à remettre à ciel ouvert la DRIS dans le PAV, qui sera le fleuron urbanistique de la Genève de demain, c'est vrai qu'on pourrait dire, oh, mais ils sont pas un peu... ils sont un peu ambitieux, ou ils aiment prendre des risques. Et c'est là aussi, de nouveau, où penser de manière systémique, j'y reviens. On travaille avec nos homologues français pour essayer de réduire les prélèvements qui sont faits, parce qu'il faut savoir que du côté français, même si c'est plus le cas sur l'air que sur la DRIS, mais il y a un certain nombre de prélèvements qui sont faits sur les sources. Pourquoi ils le font? C'est parce que c'est une eau de très très bonne qualité. À leur place, je ferai exactement la même chose. Mais on essaye c'est là où on négocie. Donc ils vont probablement, ils vont prélever un peu plus dans la nappe du Genevois, et afin de laisser un peu plus d'eau couler dans la DRIS, ça va déjà réduire un petit peu le risque d'étiage. Mais autrement, c'est là où aussi on travaille. On a une nouvelle loi sur les eaux qui est en discussion au Grand Conseil. J'espère qu'elle sera votée d'ici la fin de l'année, où on va introduire, il y aura un tout nouveau chapitre sur les eaux brutes. Les eaux brutes, qu'est-ce que ça sera? C'est en gros principalement l'utilisation d'eau non traitée pour un certain nombre d'usages, principalement l'irrigation agricole, l'arrosage urbain, potentiellement un certain usage domestique. On sait que pour laver son linge ou pour les chasses d'eau, on n'a pas besoin de potabiliser l'eau, c'est une aberration. On en revient aux normes de Berne qui pour l'instant ne nous l'autorisent pas, mais on espère que c'est une évolution qui va arriver. Et puis aussi, vu qu'on aura ces réseaux, pas sur tout le territoire de Genevois, mais sur une partie, ça nous permettra de faire du soutien au débit d'étiage sur un certain nombre de cours d'eau. Donc, on va préserver l'image genevoise puisqu'on pourra... quand on sera un peu à sec, quand on arrivera presque à la sec, on pourra ouvrir, amener de l'eau brute et pour la DRIS qui sera dans le PAV. Même si c'est vrai qu'il y a aussi un petit sentiment de se dire ça va être un petit peu bizarre de pomper de l'eau en amont pour la rejeter dans une rivière, mais c'est là où on verra si ce sera toujours des priorité dans le futur. Peut-être alors une dernière question, parce que le temps avance. Non, il faut le micro pour la prise de son. Non, si vous avez des questions plus osées, sachez que ce n'est pas enregistré à partir de maintenant. Merci pour la présentation. Donc, Noémie Guig, Caisse Gouvernance de l'eau. Tout à l'heure, on a parlé un peu du contexte international et en période de conflit, que les sanctions, c'était pas la meilleure solution. Ça impactait en premier la population, donc ça faisait qu'empirer les choses. Donc ma question, c'est qu'est-ce qui pourrait marcher? À la place des sanctions? Oui. De mettre les gens autour de la table et puis qu'ils discutent. On n'a jamais fait la paix autrement que comme ça. Non, c'est une des raisons pour moi, mais bon, là je sais plus un avis professionnel, c'est un avis vraiment personnel. C'est un des problèmes des conflits d'aujourd'hui, c'est qu'on ne met plus les gens autour de la table. Et là, ça, en tant que Suisse et genevois, ça fait un peu mal parce que c'était quand même aussi la tradition genevoise d'être un havre de paix et de mettre en place un espace neutre pour faire des négociations. On a un peu perdu cette tradition.
Il n'y a pas d'autre solution à la négociation et à trouver le fameux consensus, ou en tout cas un compromis. Il paraît qu'il y a une très bonne série de la RTS sur les négociations iraniennes de 2018, si je ne me trompe pas. Mais il paraît que c'est intéressant. Je ne l'ai pas vu. Mais... Alors, une dernière, voilà. Ça marche. J'ai la voix qui porte. C'est tout bon. Ok, alors, juste une question en fait, parce que je vous ai écouté attentivement. Alors, Sofiane Casse, stratégie de management de l'énergie. J'ai écouté attentivement votre présentation et je ne peux pas empêcher de voir, ou en tout cas d'essayer d'établir quel type de parallèle il peut y avoir entre votre carrière passée et les occupations que vous avez, les missions en tout cas que vous avez actuellement. Et je me dis qu'en fait, si c'est vous qui occupez ce poste-là, c'est aussi pas par hasard. Vos compétences sont quelque part recherchées et que derrière, on est dans une anticipation peut-être de quelque chose, de besoin futur. Zut, vous avez découvert mon secret. Il faut tous qu'on parte de Genève. Sans vouloir être inquiet comme ce soir, mais c'est-à-dire que, mine de rien, vous étiez sur le front dans des situations les plus difficiles possibles, dans les endroits où le contexte était le moins favorable possible. Et du coup, on a besoin de vous. Alors, pourquoi ? Alors, faudrait d'abord poser la question plutôt à mon supérieur. C'est quand même lui qui m'a engagé. C'est lui qui sait vraiment pourquoi il m'a choisi plutôt que quelqu'un d'autre. Mais oui, je ne vous cacherai pas qu'effectivement, la gestion de crise est probablement une des compétences qui ont fait qu'on m'a choisi. Le fait que j'ai été exposé à un certain nombre de situations et qu'a priori, je les ai gérées pas trop mal. C'est clairement, je pense, un des aspects qui a fait qu'on m'a choisi. Et ça fait partie effectivement de la stratégie, en tout cas de l'Office de l'eau, mais je pense plus généralement aussi de l'État. Hein. Il y a un plan climat, il y a de plus en plus d'ordonnances et autres pour la gestion de crise et tout qu'il faut mettre en place. Donc oui, c'est clairement, je pense, une des priorités pour le futur. Donc, mais après, je ne saurais pas vous dire voilà, exactement pourquoi est-ce qu'on m'a choisi moi et pas quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a une info? Peut-être, mais ça, de nouveau, il faudrait le demander à mon supérieur. C'est quand même lui qui a choisi. Voilà, alors je remercie M. Pierre Imbert pour sa conférence. Vous pouvez l'applaudir une nouvelle fois. Et puis,